et dont se sont inspirés beaucoup ensuite les mouvements de rénovation, de révolte, d'émancipation des années 60, 70 en Amérique, aux États-Unis ou en Europe. Ensuite, où Thoreau a eu beaucoup de célébrité. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire comme présentation de cette pensée de Emerson dans ses relations, dans son mouvement propre, dans ses relations également à Deleuze, ce qui est un peu risqué peut-être et difficile, parce que je ne sais pas, étant donné que là, je ne voudrais pas faire parler a posteriori Deleuze, qui ne peut dire si il a été influencé par Emerson ou non, ou s'il a pensé à lui dans les différentes parties, les différents mouvements de son œuvre. J'en parlerai, si c'est la prochaine fois, je reprends la parole pour continuer un petit peu ce qui a été dit, puisque j'ai dit que c'est ça, le 24 janvier. C'est ça. Ça serait. Quand est-ce qu'on parle? Là, c'est le 24 janvier qu'il prie. Non, c'est le 14 février. C'est ça, c'est Caïline, donc le 24 janvier. J'en parlerai un peu. C'est un livre de Dan Sauvagnargues qui s'appelle précisément L'empirisme transcendantal, qui est un livre très intéressant. Mais très curieusement, d'ailleurs, je trouve, il ne mentionne pas du tout, il a un glossaire. Or, dans ce glossaire, il n'y est pas du tout question le mot de transcendantalisme n'est pas mentionné. Si je rencontre Anne Sauvagnargues, je lui demanderai quelle est sa pensée là-dessus. Je ne l'ai pas vu momentanément. Mais je pense que c'est peut-être une omission, mais qu'en tout cas, qu'il y ait une relation avec le transcendantalisme réel ou non, là n'est pas le problème, mais je pense qu'il y a beaucoup de ressemblances ou d'échos, comme dit Deleuze, avec le transcendantalisme. De la même façon, on ne voit pas ici mentionner, mais il est vrai qu'il n'y a pas de... Si les noms, il y a des noms qui sont mentionnés, or Emerson n'est pas mentionné. Emerson n'est pas mentionné. Il n'y a pas non plus Thoreau. Il n'y a aucun transcendentaliste. Il n'y a il y a des cinéastes. Il y a Diderot est mentionné, mais là aussi, la pensée de Diderot aussi est en relation étroite d'ailleurs, par tout un aspect de sa théorie de l'énergie naturelle, sa théorie du clavecin, des fibres du clavecin qui est tel qu'il le développe dans le son de d'Alembert est en relation étroite avec cette conception de la vibration de l'homme, relativement de l'individu relativement à l'univers, qui a été développé dans un très beau livre qui est celui de... C'est le nom qui m'échappe, c'est le clavecin de Diderot, je perds la mémoire, de Crevel.
le surréaliste qui a été proscrit par Harari. Qui est développé dans le songe de d'Alembert de Diderot. Dont Deleuze ne parle pas beaucoup, mais qui est très en correspondance aussi avec la pensée de Deleuze. Je ne sais pas ici, je vais regarder si elle mentionne ce clavecin de Diderot, mais je... Merci. Si c'est un non, c'est pas ça. C'est parce que Deleuze le fait dans une introduction à la religieuse de Diderot, qui se trouve avoir été édité en 1947. Mais il ne parle pas là-dedans de René Crevel. Non, il parle d'autre chose. Deleuze procède ainsi. Non, c'est à propos de la littérature. La littérature apparaît comme un vecteur de renouvellement pour la philosophie, mais à l'aide de notions qui déroutent parce qu'elles donnent l'impression que Deleuze applique un réseau hétérodoxe de concepts à un roman. Il y a à propos de quoi c'est c'est à propos de Proust, je pense. Proust et les signes, oui, c'est ça. Oui, alors, l'érudition forte qui commande cette lecture, ah oui, parce qu'elle consacre beaucoup, il faudra qu'on y revienne, ce livre, dans l'analyse de Proust et les signes. L'érudition forte qui commande cette lecture dogmatique indique pourtant deux résultats importants. Le caractère nécessairement systématique d'une prise philosophique qui ne procède nullement sur le mode du commentaire. Il s'agit plutôt d'une relance de la philosophie à partir du cas concret. Deleuze procède ainsi, oui, c'est une comparaison entre la manière dont il agit dans Proust et les signes et la façon dont il a préfacé la religieuse de Diderot. Deleuze procède ainsi depuis son premier texte consacré à la religieuse de Diderot et il applique toujours cette forme singulière de systématique immanente à l'œuvre. Là, il faudra avoir présent à l'esprit la façon. Effectivement, il n'y a pas... j'ai lu cette préface de la religieuse de Diderot, mais je ne vois pas exactement il ne porte pas particulièrement sur le contenu de la religieuse. Il porte essentiellement sur le mode de transmission, puisque c'est une œuvre que Diderot dit avoir reçu d'un auteur, je ne me rappelle plus exactement. C'est sur la façon dont la religieuse est faite par une double relation, une relation que l'on croit. Ah oui, c'est ça, c'est relativement une sorte de mystification. La religieuse de Diderot est une sorte de mystification. Il fait croire que c'est une véritable lettre d'une religieuse à laquelle effectivement
quelqu'un auquel ce livre est dédicacé s'était intéressé, mais en fait c'est une construction purement et simplement de Diderot. C'est un petit peu sur ce mécanisme que Deleuze insiste dans ce texte. Donc il ne parle pas particulièrement des théories matérialistes de Diderot. Il parle sur la tandis que dans Proust, c'est pas pareil. Dans le Proust, il y a deux réflexions, deux éditions, et même peut-être trois successives. L'une qui insiste surtout sur pourquoi les signes, parce que ces signes, c'est ceux qui, à la fin de la recherche de la recherche du temps perdu dans le temps retrouvé, et sont constitués par le rapport entre l'événement passé et la façon dont il est réévoqué dans le présent, ce qu'on appelle la mémoire involontaire, entre la mémoire intellectuelle en quelque sorte et la mémoire involontaire qui restitue des éléments du passé, qui les fait revivre et sur lesquels Proust constitue toute une théorie de l'écriture comme étant consacrée à dégager ce qu'il appelle des essences et qui sont dus à ces souvenirs que l'on pourra appeler affectifs ou involontaires, dont l'exemple est donné par le goût de la madeleine se dissolvant dans le thé, ou le goût de l'inégalité de pavés sur lesquels il marche, ou sur la vision des clochers de Martinville, dont il parle au cours d'un voyage. Donc il y a, la vie est jalonnée de toutes ces signes à partir desquels le passé le passé s'annonce, non pas se reconstitue, mais échappe en quelque sorte à sa disparition, c'est-à-dire est marqué d'un certain signe qui est celui de l'éternité, celui de la suppression du temps, ce qui fait que Deleuze analyse en 1964 la recherche du temps perdu selon la ligne de lecture d'un platonisme, c'est ça, c'est un platonisme des essences, c'est la recherche des essences. Mais il ajoute en 1973, après d'ailleurs l'anti-Oedipe, après les travaux sur la sexualité qui ont été faits justement avec Guattari, une analyse beaucoup plus complète et explicative relativement au texte concernant les rapports de sexualité et en particulier ce type particulier de sexualité qui va dominer la recherche, qui est non seulement l'homosexualité qui s'opère par des rencontres, justement, comme celle dont je vous ai parlé, cette rencontre entre l'animal et entre la fleur et l'insecte, entre l'animal et le végétal, entre des règnes hétérogènes, mais qui bouleverse l'ensemble des conceptions des théories de la sexualité, qui ne s'appliquent pas simplement à l'homosexualité, mais qui bouleversent les théories de la sexualité.
C'est intéressant. J'y reviendrai d'ailleurs la prochaine fois. Alors, il y consacre une analyse intéressante à travers ce livre, l'empirisme transcendantal, puisqu'il commence par une étude dans Proust et les signes, et se termine par un chapitre qui est consacré justement à ce chapitre qui s'appelle Signes, machines et orchidées. Orchidées, c'est justement cette rencontre de la capture de la guêpe et l'orchidée, à partir de Proust dans la recherche du temps perdu, dans le Sodome et Gomorrhe. Et ça se termine, là ce qui serait intéressant pour un exposé sur l'histoire qui mériterait d'être lu, je ne l'ai pas lu, je ne fais que l'ouvrir. Il m'avait été envoyé, mais je n'avais pas eu le temps de le lire. Devenir, qui s'appelle Devenir et Histoire, et qui concerne justement la conception historique de Deleuze et sa distance, sa critique, telle qu'elle se trouve aussi dans Qu'est-ce que la philosophie de l'histoire par rapport à la philosophie. Donc ça vaudrait la peine d'être lu, mais je pense y consacrer la fois prochaine. Pour le moment, je m'arrête à ce que j'ai dit, parce qu'il faudrait que je regarde plus attentivement ce livre pour vous dire exactement ce dont il parle. Mais il est intéressant parce que Anne Sauvagnard, qui a été l'auteur de livres très intéressants sur Deleuze, en particulier sur l'art et dans la conception deleuzienne. La seule chose, c'est que ce sont les titres sont intéressants. Maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose de lire simplement les titres. C'est très détaillé. La table des matières est extrêmement détaillée, puisque l'ensemble s'appelle Empirisme transcendantal. Alors, il fait apparaître le chapitre 1, ça s'appelle l'empirisme transcendantal, étudié à partir de ces deux concepts, c'est ça dont il faut retenir, peut-être, qui sont chez Deleuze, ce qu'il appelle le jeu fêlé et le moi dissous, c'est-à-dire l'effritement ou la disparition du sujet. Alors le domaine de l'empirisme, le domaine de l'expérience apparaît justement dans cette dissolution du sujet qu'on voit dans sa première étude sur Hume et l'empirisme, mais que l'on pourrait également voir, puisque ce sont des études aussi sur une certaine forme d'empirisme transcendantal, dans ces études d'Emerson, où on peut dire que la nature vient se substituer au sujet. Le sujet n'est que... il y a une expression un petit peu semblable à cela dans Emerson. Le sujet est confronté au paysage de la nature, c'est-à-dire à travers la tranquillité du paysage, et spécialement, ça c'est une phrase qui n'est pas mal, qui correspondrait un peu à cette sorte de dissolution du sujet dans l'immanence naturelle, à travers la tranquillité du paysage, et spécialement de la ligne lointaine de l'horizon,
l'homme contemple quelque chose d'aussi magnifique que sa propre nature. Phrase un peu énigmatique, c'est certain, mais qui, justement, dans cette... qui n'est pas très claire, mais dans cette absence un petit peu de clarté, se dissimule quelque chose qui est d'une profondeur plus grande, peut-être, que l'idée qu'il y a l'homme d'une part, la nature de l'autre, qui éveille cette idée d'un va-et-vient. Comme la phrase aussi que je vous avais citée, celle-là, la nature arbore toujours les couleurs de l'esprit. Ce qui est aussi... alors là, plus en relation, je termine là, parce qu'il faut que je termine, plus en relation, vous là, il faut que je termine. L'homme a plus en relation avec le romantisme, peut-être, l'homme a le sentiment d'une âme universelle se tenant à l'intérieur de son existence individuelle, ou derrière elle. Alors, de sorte que, assez conformément d'ailleurs aussi avec des romantismes non philosophiques, puisque il ne se veut pas philosophe, loin de là, comme celui de Fourier, mais qui a emprunté au romantisme cet aspect, c'est un allégorisme ou un emblématique, c'est-à-dire les choses sont toujours emblématiques relativement à des qualités spirituelles. L'esprit, dit-il, contient en lui la vie. La fourmi devient un guide pour l'homme, et cette découverte faite récemment qu'elle ne dort jamais devient tout à coup une idée sublime. Ces correspondances d'ailleurs, qui sont des emblèmes, qui font de la nature un emblématique et qui s'intériorisent dans la pensée humaine, font aussi beaucoup penser à quelque chose d'autre dans les études contemporaines, qui c'est la pensée sauvage de Lévi-Strauss, qui analyse cette pensée selon des correspondances ou des classements dans l'ordre des événements naturels. Il y a toujours quelque chose qui, dans la nature, s'intériorise sous forme de pensée, ou alors la grande idée d'Emerson, c'est que le langage a une origine métaphorique, qui est exactement la pensée de Nietzsche dans son étude sur l'origine, ses études sur l'origine du langage. La totalité de la nature est une métaphore de l'esprit humain. Ça aussi, c'est une pensée qui a dû plaire énormément à Nietzsche, qui développait simultanément les mêmes idées. Ou alors le non-substantialisme, j'avais noté également ici, d'Emerson, que la matière est un phénomène et non une substance. Et ces expressions très, très curieuses, aussi assez énigmatiques, d'une part où il est écrit l'homme est un dieu en ruine, et d'autre part l'homme est le nain de lui-même, en se recommandant peut-être sans le dire là de penser que sans doute Emerson a emprunté ou directement ou à travers les Allemands qu'il a lus comme Franz von Bader,
d'idée de la gnose, celle du grand homme, celle qui est également retenues par l'Adam Kadmon, c'est-à-dire des entités, des éons qui sont à l'origine de l'humanité et qui font que l'homme primordial, l'idée d'homme primordial, telle qu'elle est développée dans la pensée gnostique. Donc l'homme est le nain de lui-même, c'est-à-dire il y avait à l'origine un homme primordial, mais qui a perdu ses propriétés et qui s'est dispersé à travers l'univers. On trouverait dans les idées, dans les vues, sans aucun rapport avec Emerson, bien entendu, là aussi, mais en tant que correspondance, écho, résonance chez Fourier aussi, dans ces analyses cosmogoniques sur la sexualité des planètes, sur la relation sur la conception de l'univers comme d'un livre qui est écrit dans l'homme et qui est écrit dans les astres également, on trouverait le même retentissement. De l'homme ont jailli le soleil, la lune, l'homme est le nain de lui-même, jadis étant pénétré par l'esprit, il emplit la nature de ses flots débordants. C'est d'Emerson, là. C'est pas la partie proprement romantique et de nature poétique un peu redondante qui se trouve ici dans le style d'Emerson n'est pas évidemment dans celui de Fourier, mais il y a cette idée d'un déplacement de l'homme dans le passé, dans l'homme primordial, qui ne se trouve pas chez Nietzsche, mais en même temps d'un déplacement dans l'avenir, qui n'est pas le surhomme de Nietzsche, ça il faut bien le dire, mais qui correspondrait plutôt à l'idée d'un devenir de l'homme, d'une transformation de l'homme qui est contemporaine d'Emerson. C'est chez Pierre Leroux, qui est un utopiste socialiste de cette époque, et qui considère que le devenir de l'homme, c'est dans une humanité qui a construit un concept qui est celui de l'humanité future, comme aspirant, transformant l'homme actuel. De sorte qu'il y a soit en arrière, soit en avant, des possibilités de relier Emerson à d'autres mouvements, d'autres conceptions qui ont été également développées à cette époque. Mais cet éclatement de l'homme, c'est-à-dire l'homme on ne pourrait pas dire qu'il y ait en quoi que ce soit quelque chose qui est un rapport avec la critique ou l'éclatement de la figure de l'homme chez Foucault, mais on peut malgré tout relier un peu cette idée de Foucault de la disparition de la figure de l'homme, de son caractère provisoire, et qui doit peut-être s'effacer, quelque chose qui, et ainsi que chez Nietzsche, dans l'idée de l'homme doit être quelque chose qui doit être surmonté, on peut trouver également chez Emerson, non pas l'idée de surmonter l'homme, non pas l'idée de son effacement, mais l'idée qu'il est dominé par quelque chose et qui ne représente effectivement que quelque chose de dégradé. L'expression deleuzienne que l'on trouve au début de Clinique et Critique
la honte d'être un homme, quelle meilleure raison d'écrire, se trouve également chez Emerson. C'est la honte, ce n'est pas consacré ici à l'écriture, mais il y a également dans un autre texte, la confiance en soi, cette expression, la honte, parce que si l'on voit le comportement de l'humanité à l'heure actuelle, il est incontestable que l'on reçoit, que l'on éprouve la honte d'être homme, et c'est d'ailleurs autour de cela que se forme la pragmatique éthique de la solitude, du retour à soi, de la confiance en soi, de la création de nouvelles valeurs. Donc, à l'intérieur de cette pensée d'Emerson, vous voyez, on trouve ces différents thèmes utilisés de façon variée, mais qui peuvent aussi bien être nietzschéens que se tourner vers une forme qui est une forme socialisante. Celui qui voudrait être un homme, alors il y a donc cette honte d'être homme, l'homme qui était ruine de lui-même à l'heure actuelle, et celui qui va s'égaler à tout ce qu'il y a en lui de nature. Cette réflexion sur la nature, c'est une manière d'avoir montré quelles étaient les potentialités qui se trouvent, ou les virtualités qui se trouvent dans l'homme. Un homme qui est encore en formation, celui qui voudrait être homme doit être non conformiste. C'est ça, rien n'est sacré en définitive que l'intégrité de notre esprit, mais en réponse à notre non-conformiste, ce sont des citations que je choisis au hasard. Le monde nous frappe du fouet de son déplaisir. J'ai honte d'être homme lorsque je pense de la facilité avec laquelle nous capitulons. Alors ça fait penser un petit peu à cette honte d'être homme d'Emerson, sur lequel lui il se rejoint donc particulièrement, parfaitement avec Deleuze dans cette entreprise à la fois philosophique et politique. Bon, j'ai terminé là-dessus. S'il y a quelques remarques, je vous dis, je reprendrai cette idée à travers la prochaine fois, à travers le livre de Dan Sauvagnargues sur l'empirisme transcendantal, mais peut-être il y en a qui sont intéressés par Emerson. On peut trouver, je vous avais dit, je ne sais pas si vous en avez lu, de l'Emerson, la confiance en soi et autres essais. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et Taureau également, que vous pouvez vous procurer. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? Ah, voilà. Christophe. 5 minutes. Allez, 1 minute. Ça m'a beaucoup intéressé d'entendre tout ce que tu as pu dire sur Emerson. En t'écoutant, j'avais l'impression d'être Emerson. Comment? En t'écoutant, j'avais l'impression d'être moi-même Emerson. C'est quelque chose qui me touche énormément. Être en sympathie avec quelque chose, un texte. Et ce que je voudrais dire, c'est, ce qui m'intéresse énormément, c'est le croisement entre philosophie et poésie. Chez Emerson, on sent bien qu'il est travaillé sans arrêt par la métaphore. Le monde est lui-même une ressource qui ne peut pas être conceptualisée. Donc il y a toujours l'usage de la métaphore
pour en même temps dissoudre le sujet de l'homme dans le monde. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et je ne connais pas très bien Emerson, mais en fin de compte, est-ce qu'il y a vraiment un concept dans sa philosophie, ou est-ce qu'il y a, en fin de compte, des métaphores qui viennent, en fin de compte, raboter, limer les concepts, pour, en fin de compte, les dissoudre quelque part? Est-ce qu'il y a vraiment un concept dans cette philosophie? S'il y a un concept qui pourrait embrasser son œuvre, ou en fin de compte, c'est quelque chose qui est brisé sans arrêt par des métaphores qui viennent parler de l'ensemble, de ce qu'il y a, et de ce qui excède sans arrêt ce qu'il y a. Je ne pense pas, je ne connais pas, moi non plus, je ne suis pas du tout spécialiste, connaisseur d'Emerson ni de la philosophie américaine. J'ai annoté quelques ouvrages, mais comme je ne les ai pas possédés, ni dominés totalement, il faudrait que je retrouve ces études qui ont été faites. J'ai dû le noter à certains endroits, des études plus précises sur la concept. Justement, il n'y a pas plus de concept que, si tu veux, il y en a chez Fourier, bien qu'il ne soit pas. Il y a une différence entre Emerson et Fourier, mais ce n'est pas un homme du concept. Il est pas plus d'ailleurs que Kierkegaard dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est qu'en forçant les mots que l'on pourrait parler des concepts kierkegaardiens, puisque Kierkegaard était fondamentalement contre le concept assimilé à Hegel. J'avais dit au début que toute cette pensée américaine et le transcendantalisme était une issue qui a été apportée à la pensée dialectique. Et bien que les termes, je crois, bien que les références parfois à Hegel peuvent se trouver ainsi que le mot de dialectique, mais en fait, c'est une pensée qui essentiellement est opposée à la forme logique de la dialectique hegelienne, à l'intérieur du devenir, à l'intérieur du concept. Donc, on peut bien dire il y a des concepts, oui, mais la pensée de Emerson, c'est un prédicateur, c'est un peu comme Kierkegaard. Il a moins de talent, moins d'emphase et de fécondité, très certainement, que Kierkegaard. Il y a plus, vraisemblablement, il a eu plus d'écho dans la mesure où, au sens très ordinaire du terme, il est plus accessible, plus facile de penser. Mais c'est essentiellement un prédicateur, donc tu dis il n'agit pas, il ne parle pas uniquement par métaphore, mais il utilise volontiers le récit, la confidence, des remarques qui sont celles de la conversation, il ressemble beaucoup, et je crois d'ailleurs qu'il était en relation avec lui à Coleridge et aux écrits à ces modes de réflexion comme
comme le fameux, comment ça s'appelle, non, Sartre, le tailleur Retaillé, qui a une très grande célébrité, un livre de critique de la pensée greffée, d'ailleurs, lui aussi, sur la philosophie allemande, du romantisme, du début du XIXe siècle, mais en même temps dirigé contre la société contemporaine. Sartor et Sartus, oui. De Coleridge, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, c'est du Coleridge, je pense. C'est moi qui me trompe peut-être, c'est le nom qui me vient à l'esprit, mais je vous le demande, non? Sartor et Sartus, oui. Oui, bien sûr. Écrivons. Parce que si on écrit et qu'on a fait une bêtise, on n'a plus possibilité d'exercer. On est en donné. Écrivons en date, je vais écrire Sartor et Sartus, comme ça sera écrit loin. C'est une philosophie du vêtement, ça s'appelle le tailleur retaillé. Je vous en conseille de la découvrir. C'est très spirituel, c'est en même temps critique, mais on peut y appliquer une recherche d'un concept. Le mot n'est pas approprié à ce moment-là. Ou alors il faut créer, à la manière de Lejeune, si on peut créer un concept particulier. On peut, comme il a fait le pli, comme il a utilisé le pli, comme Deleuze a utilisé le pli pour conceptualiser le baroque, on peut conceptualiser cette pensée sous la forme du tailleur, le taillé. Le tailleur, c'est peut-être un concept philosophique. C'est pas exactement un tailleur, il ne m'origine pas. Le Coleridge écrit plutôt dans une pensée commandée par une forme d'humour, un peu comme Sterne, qui est un autre anglais également. Mais tandis que Emerson ne m'origine pas, c'est-à-dire ne se livre pas particulièrement à une critique humoristique, mais il y a beaucoup dans certains textes, qui sont plus descriptifs, il y a beaucoup d'humour. Et également, il y a un texte également sur la pensée américaine, sur la pensée anglaise, je ne sais pas comment il s'appelle. Il n'est pas là. Je ne sais pas s'il y a la citation de l'ensemble de son œuvre. Donc disons que c'est une pensée philosophique, mais qui n'est pas particulièrement hantée par l'idée de former des concepts. Je ne l'ai pas. Remarquez, j'en dirais la même chose pour Nietzsche. C'est très difficile d'insérer Nietzsche à l'intérieur d'une pensée conceptuelle. L'on peut le faire, mais dans la mesure. Deleuze le fait parce que il a défini essentiellement la philosophie par la formation des concepts. Donc, moi, personnellement, je n'en suis pas persuadé que ce soit absolument nécessaire de définir ainsi la philosophie, mais
s'il en est persuadé, il a donc formé des concepts. Donc on voit que les concepts nietzschéens, que les concepts de Deleuze ont été formés d'une façon particulière, que ce sont des images, que ce sont des concepts qui sont toujours très, très nouveaux par rapport à la conceptualisation démonstrative ordinaire. Outre le rapport entre philosophie et littérature, les utopies du transcendentalisme ont inspiré, tu as fait allusion d'ailleurs en fin de l'exposé, ont inspiré la Beat Generation, Kerouac et compagnie, et dans les années 60, la Beat Generation et la philosophie hippie dans les années 60, et puis la philosophie hippie dans les années 70. Donc en fait, du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle, il y a eu au fond une réactualisation de cette philosophie de la nature, au fond du transcendentalisme, à travers cette philosophie qui a inspiré toute une génération de hippies ou de la Beat Generation, Kerouac et compagnie. C'est aussi intéressant, il y a fait allusion, mais... Je n'ai pas saisi. J'ai compris ce que tu voulais dire, mais je n'ai pas saisi en quoi ça forme une question. C'est l'utopie du transcendentalisme sur le pacifisme ou sur le retour à la nature ou le végétarisme, inspiré la philosophie hippie des années 70. Cette philosophie, sans qu'ils aient lu Emerson. La faveur, en particulier le Thoreau, peut-être plus qu'Emerson, parce que c'est Thoreau qui a développé dans ce sens-là le naturalisme. Mais je pensais que c'est pas simplement chez Thoreau, ce n'est pas, là aussi que je ne connais que un petit peu de façon indirecte, mais il y a une tendance, je crois, à réduire Thoreau à une sorte de philosophie de la nature, à une sorte je dirais d'écologie, mais d'écologie restreinte, il faudrait dire. C'est-à-dire alors qu'en fait, il y a chez Thoreau quelque chose qui est plutôt une écologie étendue dans le sens de l'écosophie guattarienne. C'est-à-dire que ce n'est pas une écologie, il n'y a pas simplement une écologie de la nature au sens de l'entretien de la vie dans les bois, de l'entretien de la nature végétale et animale, de la biodiversité, etc. Il y a également quelque chose qui correspond à une action politique, sociale, puisque j'ai dit au début d'ailleurs qu'il avait lutté en faveur de la désobéissance civile en ce qui concerne l'esclavagisme, etc. Donc il y a quand même une politique qui est liée à cette philosophie de la nature, mais qui s'était développée, peut-être, oui, après 70, peut-être en France, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une grande faveur de Thoreau. Puis si on voit les éditions de ces livres, c'est à ce moment-là que ça a été édité. Bon, eh bien alors, on peut se revoir, puisque... Alors, notez bien ça. Notez bien ça. Parce que je n'ai pas noté, moi, ça, bien que ça soit inamovible sur ce tableau, je ne sais pas comment ils feront pour les passer. C'est avec de l'alcool. Ils pourront venir
c'est ces effaceurs d'inscription. Alors c'est moi qu'on va condamner à des travaux forcés en me donnant, comment ça s'appelle, Constantin était... un jet d'eau puissant, un jet d'eau surpuissant, de façon à effacer ça. Il faut se Et oui. Il faut effacer ça. À l'alcool. L'alcool, professeur. Moi, j'ai fait une fois, avec l'alcool. L'alcool, ça se passe. Avec de l'alcool. L'alcool et avec un effaceur traditionnel. Donc il est permis, je vais prendre encore, il est bon. Avec de l'alcool, professeur, et comme ça. Et ça se passe. Avec de l'alcool en plus. De l'alcool. À demain. Oh, attention. Regardez ça. C'est nullement sur le mode du commentaire. Il s'agit plutôt d'une relance de la philosophie à partir du cas concret. Deleuze procède ainsi, ah oui, c'est une comparaison entre la manière dont il agit dans Proust et les signes et la façon dont il a préfacé la religieuse de Diderot. Deleuze procède ainsi depuis son premier texte consacré à la religieuse de Diderot et il applique toujours cette forme singulière de systématique immanente à l'œuvre. Là, il faudra avoir présent à l'esprit la façon. Effectivement, il n'y a pas... j'ai lu cette préface de la religieuse de Diderot, mais je ne vois pas exactement il ne porte pas particulièrement sur le contenu de la religieuse. Il porte essentiellement sur le mode de transmission, puisque c'est une œuvre que Diderot dit avoir reçu d'un auteur, je ne me rappelle plus exactement. C'est sur la façon dont la religieuse est faite par une double relation, une relation que l'on croit. Ah oui, c'est ça, c'est relativement une sorte de mystique. Elle mentionne ce clavecin de Diderot, mais je... Si c'est pas ça, c'est parce que Deleuze le fait dans une introduction à la religieuse de Diderot, qui se trouve avoir été édité en 1947. Mais il ne parle pas là-dedans de René Crevel. Non, il parle d'autre chose. Deleuze procède ainsi. Non, c'est à propos de la littérature. La littérature apparaît comme un vecteur de renouvellement pour la philosophie, mais à l'aide de notions qui déroutent parce qu'elles donnent l'impression que Deleuze applique un réseau hétérodoxe de concepts à un roman qui a à propos de quoi c'est c'est à propos de Proust, je pense. Proust et les signes, oui, c'est ça. Oui, alors, l'érudition forte qui commande cette lecture, ah oui, parce qu'elle consacre beaucoup
Ah, mais il faudra qu'on y revienne. Ce livre, dans l'analyse de Proust et les signes, l'érudition forte qui commande cette lecture dogmatique indique pourtant deux résultats importants. Le caractère nécessairement systématique d'une prise philosophique qui ne procède et dont se sont inspirés beaucoup. Ensuite, mouvements de rénovation, de révolte, d'émancipation des années 60, 70 en Amérique, aux États-Unis ou en Europe. Ensuite, où Thoreau a eu beaucoup de célébrité. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire comme présentation de cette pensée de Emerson dans ses relations, dans son mouvement propre, dans ses relations également à Deleuze, ce qui est un peu risqué peut-être et difficile, parce que je ne sais pas, étant donné que là, je ne voudrais pas faire parler a posteriori Deleuze, qui ne peut dire si il a été influencé par Emerson ou non, ou s'il a pensé à lui dans les différentes parties, les différents mouvements de son œuvre. J'en parlerai, si c'est la prochaine fois, je reprends la parole pour continuer un petit peu ce qui a été dit, puisque j'ai dit que c'est ça, le 24 janvier. C'est ça, ça serait, quand est-ce qu'on parle, là c'est le 24 janvier qu'il prie. Non, c'est le 14 février, en relation étroite d'ailleurs, par tout un aspect de sa théorie de l'énergie naturelle, de sa théorie du clavecin, des fibres du clavecin qui est tel qu'il le développe dans le son de d'Alembert est en relation étroite avec cette conception de la vibration de l'homme, relativement de l'individu relativement à l'univers, qui a été développé dans un très beau livre qui est celui de... C'est le nom qui m'échappe, c'est le clavecin de Diderot, je perds la mémoire, de Crevel, le surréaliste qui a été proscrit par Harari. Qui est développé dans le songe d'Alembert de Diderot. Dont Deleuze ne parle pas beaucoup, mais qui est très en correspondance aussi avec la pensée de Deleuze. Je ne sais pas ici, je vais regarder s'il parle ici. C'est ça, c'est Caline, donc le 24 janvier. J'en parlerai un peu. C'est un livre de Dan Sauvagnargues qui s'appelle précisément L'empirisme transcendantal, qui est un livre très intéressant. Mais très curieusement, d'ailleurs, je trouve, il ne mentionne pas du tout, il a un glossaire. Or, dans ce glossaire, il n'y est pas du tout question le mot de transcendantalisme n'est pas mentionné
Si je rencontre Anne Sauvagnard, je lui demanderai quelle est sa pensée là-dessus. Je ne l'ai pas vue momentanément. Mais je pense que c'est peut-être une omission, mais qu'en tout cas, qu'il y ait une relation avec le transcendantalisme réel ou non, là n'est pas le problème, mais je pense qu'il y a beaucoup de ressemblances ou d'échos, comme dit Deleuze, avec le transcendantalisme. De la même façon, on ne voit pas ici mentionner, mais il est vrai qu'il n'y a pas de... Si les noms, il y a des noms qui sont mentionnés, or Emerson n'est pas mentionné. Emerson n'est pas mentionné. Il n'y a pas non plus Thoreau. Il n'y a aucun transcendentaliste. Il y a des cinéastes. Il y a Diderot est mentionné, mais là aussi, la pensée de Diderot aussi est